Le bon manager sait reconnaître dans le cycle du don et dans ceux qui s'y adonnent la véritable source de l'efficience. C'est l'observation que fait mon invité en introduction de son livre La révolution du don, le management repensé, publié au Seuil. Alors qu'est-ce que ce don dans les organisations des entreprises? En quoi est-ce une révolution? Eh bien c'est ce que nous allons voir en sa compagnie. Bonjour Alain Caillet. Bonjour. Alors vous êtes professeur émérite de sociologie à l'Université Paris X Nanterre. Vous menez depuis plus de 30 ans la revue interdisciplinaire philosophie, anthropologie économique. Cette revue s'appelle MAUS pour Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales. Il faut un peu d'entraînement. Oui, tout à fait, qui développe l'héritage de l'anthropologue Marcel Mauss. Alors vous avez coécrit ce livre avec Jean-Édouard Grézy, qui est consultant en négociation. Alors, première interrogation, tout simplement, en quoi est-ce une révolution, ce don? Alors, le titre n'est pas de nous, c'est notre éditeur, Jacques Généreux, en l'occurrence, qui nous l'a imposé, ça serait beaucoup dire, mais qui nous l'a fortement proposé. Qui est économiste. Qui est économiste, qui d'ailleurs explique l'économie dans son livre, le dernier livre qui marche bien, en nous disant, mais tous les 6 mois, tous les 2 ans en management, on annonce une révolution du management, et vous en faites vraiment une, alors assumez-le, prenez ce titre-là. Bon, ma modestie naturelle m'a laissé un peu gêné, mais enfin, on a accepté. Donc ça s'appelle la révolution du don. Qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire? Comme toujours dans la révolution, des grands changements et rien du tout, puisqu'en même temps, ça essaie d'expliquer des choses qui existent depuis très très longtemps. Qu'est-ce qui existe depuis très longtemps? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ce qui existe, c'est au fond ce que disait Jacques Généreux, cette succession permanente de modes managériales qui marchent un temps et puis qui après aboutissent à l'échec. Un exemple très frappant, j'y pensais tout à l'heure dans le métro en venant. Vous vous rappelez, il y a une vingtaine d'années, le triomphe des notions de culture d'entreprise de Peter Waterman et Watson, si je me rappelle. J'ai un doute tout à coup, bon, peu importe. Et ils annonçaient que toutes les meilleures entreprises américaines qui réussissaient géraient à partir de la mise en avant de leurs valeurs, de la culture d'entreprise. 2-3 ans après, on s'est aperçu que plus de la moitié des entreprises données en exemple par les auteurs avaient fait faillite. Donc, quelque chose qui ne marchait pas. Ça avait marché un moment et puis après, ça ne marchait plus. Bien. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Il me semble que là, il faut repartir pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le management, de la découverte première, faite dans les années 1927-1930 par Elton Mayo et par ce qu'on a appelé l'école des relations industrielles, qui découvrait quoi? Qui découvrait que ce qui détermine l'efficacité des salariés, leur contribution productive, n'est pas à chercher dans les facteurs objectifs, matériels, physiques. Puisque vous rappelez les expériences, fascinantes d'ailleurs. Dans un premier temps, dans une optique un peu taylorienne, les enquêteurs font varier toutes les variables physiques, la température, la lumière, la musique, le salaire, etc. Puis ça ne donne absolument rien. Et après, en faisant une expérience en modèle réduit, l'expérience qu'on appelle du test room, l'expérience de test, petit à petit, en faisant varier toutes les variables, en changeant toutes les variables, ils sont arrivés à une idée fondamentale qui est que le déterminant de l'efficacité salariale des contributeurs à l'entreprise, ce n'est même pas le niveau de salaire, puisque parfois même ils baissaient le niveau de salaire et ça augmentait encore la productivité. Ce n'est pas ça, c'est ce qu'ils ont appelé la structure informelle de l'entreprise. Et ce sont toutes les normes autour du travail des salariés. Ça, c'est la découverte assez fondamentale, cette idée que l'entreprise, en fait, fonctionne sur un double registre. Il y a le registre de l'organisation formelle, avec un ensemble de normes, de directives, la hiérarchie officielle, la délégation des commandements, des chaînes d'autorité, etc. Et puis, il y a la structure informelle, qui fonctionne très largement aux affects, etc. Et donc, le problème de l'école des relations industrielles était de mobiliser cette structure informelle avec des leaders informels au bénéfice, au service des objectifs de l'entreprise. Question, et c'est là où on intervient, qu'est-ce qui structure ce monde des relations informelles? Alors, il y a déjà eu une très très belle avancée en la matière par notre ami Norbert Alter, qui d'ailleurs écrit aussi dans la revue du MAUS, dans son livre qui a très bien marché dans les milieux managériaux, dans les milieux de DRH, qui s'appelle « Donner et prendre la coopération en entreprise ». Donc Norbert Alter mobilisait déjà les découvertes de l'anthropologue Marcel Mauss dans son livre, qui à mon avis est le livre le plus important de l'histoire des sciences sociales, qui s'appelle « L'essai sur le don, 1925 ». Déjà en 1925. 1925. Alors, qui n'est pas du tout consacré à l'entreprise. C'est un livre d'anthropologie fondamentale, dans lequel Mauss, dont les élèves disaient « Mauss, c'est tout », Mauss qui est un érudit qui parle on ne sait pas combien de langues, qui connaît toutes les technologies de son temps,
rassemble tout ça pour montrer que les sociétés archaïques ne reposent pas sur le marché, sur le donnant-donnant, sur les calculs symétriques, je te donne ceci si tu me donnes cela, sur le contrat, non, mais reposent sur ce qu'il appelait la triple obligation de donner, recevoir et rendre. Alors, ça n'a rien à voir avec la charité, il ne s'agit pas d'être charitable, ce n'est pas de l'altruisme, c'est cette obligation d'afficher sa générosité et je dirais même sa générativité. Alors notre hypothèse, je termine cette introduction là-dessus, notre hypothèse c'est que, aujourd'hui encore, ça c'est quelque chose qu'on travaille dans le MOOS depuis assez longtemps, mais là on essaie de l'appliquer au domaine de l'entreprise, aujourd'hui encore, ce qui structure ce que l'école des relations industrielles appelait la structure informelle de l'entreprise, c'est cette triple obligation de donner, recevoir et rendre qui façonne les liens d'amitié ou d'inimitié entre les collaborateurs. Mais vous rajoutez un élément dans ce cycle du don, Absolument. c'est demander. C'est Et la d'ailleurs, demande. pour C'est bien la demande. comprendre, vous Oui. filez la métaphore footballistique pour Oui. illustrer Oui, tout à en fait. expliquant que l'efficacité d'une équipe dépend de la capacité des joueurs à demander le ballon, Ouais. puis le donner, le recevoir Ouais. et le rendre. Voilà. Alors cela aussi s'applique à Oui. l'entreprise. Ça s'applique également à l'entreprise et c'est à partir de là d'ailleurs qu'on a commencé à réfléchir avec Jean-Édouard Grézy à ce livre. Quand il est venu me voir il y a 3-4 ans, lui, il a un doctorat d'anthropologie du droit, mais il travaille comme consultant En négociation. en négociation dans les entreprises, dans énormément d'entreprises. Et il me dit, écoutez, vous voyions à l'époque, il me dit, depuis que vous avez ajouté le moment de la demande à la triple obligation de Marcel Mauss, donner, recevoir et rendre, et à chaque fois que je présente ça dans les entreprises, ça fait un tabac, tout le monde a l'impression que c'est lumineux, que ça éclaire énormément de choses. Donc nous avons essayé effectivement de faire fonctionner ce cycle à 4 temps et non plus à 3 temps. On parle de valse à 4 temps et non plus à 3 temps en introduisant le moment de la demande, puisque de fait, si on donne quelque chose à quelqu'un qui n'a rien demandé, qui a besoin de rien, ça ne marchera pas. Donc il faut introduire ce moment de la demande. Et on a essayé à partir de là, d'une certaine façon, de systématiser encore davantage ce qu'avait fait notre ami Norbert Alter dans Donner et prendre, en montrant comment l'ensemble des relations sociales au sein de l'entreprise fonctionne selon ce premier cycle qu'on appelle un cycle symbolique, un cycle positif du donner, recevoir, rendre, mais comment à tout moment ça peut basculer dans le cycle symétrique, le cycle négatif, qu'on pourrait appeler le cycle diabolique, qui est le contraire. Alors plutôt que demander, c'est ignorer. J'en ai rien à faire de ce que vous me dites, je ne vous connais pas, ça ne m'intéresse pas. C'est non pas donner, mais prendre. On peut faire ça, la perruque par exemple, on peut prendre détourner des documents, etc. Je ne donne pas, je prends. Au lieu de recevoir, on refuse, je ne veux rien de vous. Et au lieu de rendre aux autres, on garde. Voilà. Donc on a deux cycles entrecroisés, ce qu'on pourrait appeler la double hélice du don au sein des organisations, demander, donner, recevoir, rendre, ou ignorer, prendre, refuser, garder. Alors on va voir comment ça marchait. Et on a pris, parce que c'est très parlant, l'exemple du football, pour commencer. Et c'est vrai que ça marche très très bien. Une équipe ne peut gagner, ne peut fonctionner. Alors, il y a deux facteurs qui expliquent la réussite d'une équipe. Il y a une première dimension, c'est la dimension proprement technique. Il y a des joueurs qui courent plus ou moins vite, qui sont plus ou moins habiles techniciens, qui sont plus costauds, plus résistants. Il y a l'équipe, le staff a davantage de moyens financiers, davantage de médecins, un plus beau stade, etc., etc. Tout ça, ça détermine ce qu'on pourrait appeler l'efficacité de l'équipe. Mais avec le meilleur coach du monde, avec les meilleurs entraîneurs, les meilleurs masseurs, les meilleurs... Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parlons pas des meilleurs dopeurs, mais ça c'est encore autre chose. Ça ne suffit pas. On voit très bien des équipes, c'est Paris Saint-Germain au début de la saison, par exemple, totalement inanesthésié. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui ne va pas. Bon. Donc il faut penser et voir comment entre en jeu un deuxième facteur qui explique que parfois des équipes nationales arrivent en finale de la Coupe de France. L'autre facteur, c'est bien sûr la motivation. Tous les managers le savent. Comment ça marche? Ça marche justement dans la mobilisation de ce cycle du demander, donner, recevoir, rendre. Il faut que les joueurs à l'avant fassent des appels. Si personne ne fait d'appel, tout le monde reste à sa place, il ne se passe rien. Il faut que celui qui a vu un appel, une demande, sache en donner le ballon et le donner correctement. Il faut savoir comment donner le ballon. Il faut que celui qui l'a appelé sache le recevoir, ça veut dire faire un contrôle. Et puis, il faut aussi qu'il ne le garde pas, qu'il ne joue pas perso, qu'il ne le garde pas. Il faut qu'il sache le rendre. Voilà. Donc ça, c'est le cycle positif. Et on voit très bien comment une équipe qui ne fonctionne pas bascule dans le cycle inverse totalement négatif. Personne ne bouge, personne ne fait d'appel. Chacun reste à sa place mécaniquement. Au lieu de prendre le ballon à l'adversaire, on le prend à ses partenaires. Au lieu de le recevoir correctement, on n'est pas là pour le recevoir au bon moment. Et puis, on ne le rend pas, on le garde. Voilà. Et ce don dans les entreprises, quelle forme prend-il ?
Ben, il prend cette forme que je viens de décrire parce que c'est ce qu'avait très bien montré Norbert Alter, mais qu'on peut systématiser. Comment dire, pour que les choses fonctionnent, il faut que, à tout moment, chacun des membres de l'entreprise, ou de l'organisation, puis ça ne vaut pas seulement pour les entreprises, je viens de parler d'une équipe de football, ça peut marcher dans une association, une administration, partout. Il faut que chacun des membres de l'équipe ou du collectif sache demander quelque chose quand il en a besoin, une information, sache et demander des soutiens à la fois techniques, mais aussi psychologiques, affectifs, sache les donner à tout moment, et que tout ça crée un climat de confiance et d'amitié. On sait bien qu'en France, dans les organisations, le degré de confiance est absolument dramatique. Il y a un degré de souffrance au travail. Je voyais encore des chiffres hier qui viennent de sortir dans un sondage via Voes. 87% des salariés français estiment que les relations entre les salariés et des membres de l'entreprise avec leurs clients, leurs fournisseurs, se sont dégradés. Il y a un climat de désagrégation générale qu'on peut très bien interpréter dans les termes que je viens d'employer en disant personne ne se faisant confiance véritablement, on ne donne pas aux autres les conseils techniques ou les soutiens psychologiques ou affectifs dont ils auraient besoin, on refuse d'en recevoir, au contraire on fait le contraire, on s'ignore. On passe pas. Et on peut faire un petit modèle, on a tenté à un moment un petit modèle quasi économique dans l'affaire. On peut montrer la perte de temps extraordinaire et la perte d'énergie qui survient lorsque les gens ne communiquent pas aux autres une information qui leur serait pourtant absolument vitale. Pour prendre un exemple, ça pourrait prendre 30 secondes de passer un coup de fil pour dire à quelqu'un dans un autre bureau « Tiens, j'ai une information urgente, il faut que tu traites ça rapidement ». Si ce n'est pas fait, l'autre aura peut-être à refaire tout son travail, ça lui prendra des journées. Vous voyez. Donc on voit très bien le premier déterminant de ce qu'on appelle l'efficience à partir du système du don. Pour conclure, Alain Caillé, on va sortir un petit peu du champ des organisations. Est-ce qu'on peut lier révolution numérique et révolution du don? Je pense aux géants d'Internet, Facebook, Google, qui proposent des services gratuits. On entend souvent dire, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Est-ce que là, on est dans le cycle du don encore? Alors, je vous l'avais dit un petit peu avant le début de ce petit enregistrement, je n'ai pas de réponse assurée à la question. C'est un gigantesque chantier de réflexion, très compliqué, puisque, comment dire, on voit de toutes parts une espèce d'apologie du triomphe du don à l'échelle universelle, soit de la part des grands groupes, comme Google, Facebook, etc., soit de la part d'ailleurs d'une fraction de gens très à gauche, qui pensent qu'en quelque sorte, le communisme va arriver à travers la révolution du don, la gratuité généralisée. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que le don maussien, qui nous sert à essayer de comprendre ce qui se passe dans les entreprises, n'est en aucune manière un don gratuit. Puisque un don gratuit, au contraire, est quelque chose, on le voit très bien dans les exemples anthropologiques du potlatch ou de la goula, un don qui ne peut pas être rendu est un don qui annihile celui qui le reçoit. Le don que l'on fait, et qui est un don unilatéral, donc un don qui se présente comme gratuit, est le plus sûr moyen d'affirmer une domination. On peut se demander si ce n'est pas ce qui se passe avec la gratuité généralisée à l'échelle mondiale. Je vais vous citer pour vous conclure, page 90, Alain Caillé, puisque là, ça résume bien exactement ce que vous venez de dire. Écraser l'autre par sa générosité, c'est une manière d'en faire son obligé. Son obligé. C'est une phrase de votre livre qui est très riche et qui aborde toute cette révolution du don sous différents angles. Merci d'être venu présenter ce livre sur Xerfi Canal. Merci beaucoup de votre invitation.